Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Peut-être le dernier épisode du bref coup d'État au Burkina Faso. Le général Diendéré, le chef des ex-putschistes, a été arrêté. Nous serons en ligne avec le porte-parole du ballet citoyen qui était le fer de lance de la révolution. Au Nigeria, la déclaration choc du président Buhari. Le comportement indiscipliné des Nigérians doit cesser. Après s'être attelé à la lutte contre Boko Haram, le chef de l'État veut s'occuper désormais des problèmes du pays, corruption et désorganisation. Mohamedou Buhari qui s'est lui-même nommé à la tête du très envié ministère du pétrole. Et puis à moins d'un mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, Charles Konan Banny, candidat à la magistrature suprême, ancien Premier ministre, est l'invité du Journal de l'Afrique. Il dénonce les conditions inéquitables, dit-il, dans lesquelles le scrutin est organisé. Il pourrait donc s'agir du point final de l'éphémère coup d'État au Burkina Faso. Le général Diendéré a été remis aux autorités de la transition. Il avait trouvé refuge à la Nonciature, là où se trouve le représentant du Vatican. Le chef des ex-putschistes était réfugié donc dans cette ambassade du Vatican. Des habitants de Ouagadougou qui sont pour le moins soulagés. Écoutez. Là, tout va bien. Ça montre que vraiment le pays est en sécurité maintenant. L'arrestation du général Diendéré, parce qu'il doit répondre devant les tribunaux nationaux. Il est trop tué. Notre sang est trop veillé sur la route. On est marre de lui. En réalité, pour un général comme le général Diendéré, je pense qu'il a commis une grave erreur. L'erreur, c'est d'avoir attaqué le peuple et ensuite dit qu'il reconnaît sa faute, qu'il demande pardon. Je pense que la faute a été commise, il faut la réparer. Nous sommes en ligne avec le porte-parole du ballet citoyen, Guy Hervé Cam. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous dans le Journal de l'Afrique. C'est un soulagement pour vous, j'imagine, cette arrestation du général Diendéré. La page du coup d'État est réellement tournée ? Oui, je pense qu'avec l'arrestation du général Diendéré, on peut dire que la page du coup d'État est tournée. Lui-même l'avait déjà dit depuis le 23 septembre dernier, sauf que contrairement à ses propos, il résistait encore à se mettre à la disposition de la justice. Je pense que non seulement la page du coup d'État est tournée, mais on peut dire que le peuple burkinabé peut regarder désormais résolument vers une meilleure démocratie dans le pays. Guy Hervé Cam, la transition maintenant doit reprendre sa marche. Quelle est la priorité pour vous maintenant ? Je pense qu'avec l'arrestation du général Diendéré, bien entendu, il faut s'assurer donc que toutes les conditions sécuritaires sont réunies. Mais comme je l'avais dit déjà, la première mission de la transition était déjà de sortir de la transition. Et nous ne devons pas perdre cela de vue. Ce coup d'État nous a permis de nous débarrasser de ce qui pouvait constituer un obstacle à la transition, c'est-à-dire le bras armé du CDP, le régiment de sécurité présidentielle. Maintenant, l'essentiel, c'est d'organiser des élections crédibles qui vont doter le pays donc d'un nouveau pouvoir légitime et qui saura se rappeler que le peuple burkinabé est attaché à la démocratie. Merci beaucoup, Guy Hervé Cam, d'être intervenu dans ce journal. On passe à la Centrafrique. La présidente de la transition a à nouveau qualifié de tentative de coup d'État les violences des derniers jours qui ont fait une quarantaine de morts. Une conviction partagée par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, selon lequel ces violences visent à déstabiliser le pays. Le Premier ministre centrafricain s'est également exprimé, prônant un renforcement de la sécurité. Écoutez. Nous avons demandé à nos forces de sécurité intérieure et aux forces internationales d'intensifier les patrouilles de jour comme de nuit, pour assurer la population. Ensuite, les gens ne peuvent pas quitter leur quartier, parcourir 3, 4, 5 km à pied pour se rendre au travail. Nous avons lancé un appel aux conducteurs de taxis, de bus et pourquoi pas des motos pour qu'ils puissent sortir et assurer donc, le transport de nos concitoyens de chez eux à leur lieu de travail et vice-versa. Des propos recueillis par Matteo Guidou. L'Union européenne sanctionne le Burundi, restriction des déplacements et gel des avoirs. Les mesures visent 4 individus proches du président Nkurunziza, dont le 3e mandat controversé a entraîné une flambée de violence. Il s'agit de hauts fonctionnaires liés aux questions de sécurité, impliqués selon Bruxelles dans des actes de violence et de répression. Après 4 mois en fonction qui ont largement été dominés par la lutte contre Boko Haram, le président nigérian s'attaque aux problèmes de son pays. En tous les cas, Mohamedou Buhari a haussé le ton aujourd'hui pour bousculer ses concitoyens. Le récit de Laurent Berstecher.
Dans un pays où l'anarchie et la corruption rythment le quotidien, Muhammadu Buhari s'attaque à un vaste chantier, transformer les attitudes des Nigérians. Pour amener le changement, nous devons changer nous-mêmes et respecter la loi. Nous devons changer nos habitudes indisciplinées et notre attitude envers les institutions publiques. Le Nigeria fait face à sa plus grave crise économique depuis des décennies, causée en partie par la chute du prix du baril. L'industrie du pétrole est la principale source de revenus pour la plus grosse économie d'Afrique, mais le secteur est rongé par la corruption, un problème que Buhari avait promis d'éradiquer. Mardi, le président annonçait qu'il prendrait lui-même la tête du ministère du pétrole et qu'il allait mettre en place des mesures pour relancer le secteur. La population nigériane, elle, reste partagée. Faut-il faire confiance au chef d'État ? Il y a du changement en ce qui concerne la corruption. Tous ces leaders corrompus, on voit qu'ils sont interrogés, qu'ils sont surveillés. Je pense qu'avec le temps, les Nigérians se rendront compte que Buhari n'aurait pas dû être président. Je ne crois pas qu'ils prennent vraiment des mesures pour relancer l'économie, ni qu'ils ne combattent vraiment la corruption. Après 4 mois d'attente, Muhammadu Buhari a soumis mardi son équipe gouvernementale au Parlement. Le président, qui avait promis de former un gouvernement avant le 30 septembre, a demandé aux Nigérians de faire preuve de patience. À moins d'un mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la liste électorale définitive vient d'être publiée. Quelques 6,3 millions d'électeurs sont inscrits, soit une hausse de 10% par rapport à 2010. Le chef de la commission électorale a promis de préserver un climat apaisé tout au long de la compétition. Est-ce que ce sera le cas? On va en parler avec notre invité ce soir, Charles Konan-Banny. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes ancien Premier ministre, vous avez été président de la commission Vérité et Réconciliation, leader historique du PDCI, mais vous avez décidé de vous porter candidat, contrairement à l'avis du président du parti, Henri Konan-Bédié, qui lui appelle à soutenir Alassane Ouattara. Alors une première question sur cette manifestation que vous avez organisée ce lundi avec 4 autres leaders de l'opposition. Finalement, il y a eu environ 500 personnes dans la rue. Est-ce que pour vous, c'est un échec? Écoutez, j'étais devant, je n'ai pas eu le regard dans le rétroviseur pour voir s'il n'y avait que 500 personnes, mais je pense honnêtement... Quelques centaines de personnes. Et pour vous, c'était une manifestation réussie? Non, il y en avait plus. Mais enfin, on ne va pas faire la bataille des chiffres. Non, pas de bataille des chiffres, mais est-ce que vous avez l'impression que le mouvement n'a pas pris, qu'il n'y avait pas eu assez de monde? Le mouvement a pris. On aurait souhaité qu'il y ait plus de monde, mais le mouvement a pris. Pourquoi? D'abord, ça fait longtemps que de telles manifestations ne se font plus en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays traumatisé, les Ivoiriens ont peur, et donc ils ont peur d'aller se manifester, d'aller dans les rues. Donc c'est ça qui explique qu'il y a eu peu de personnes. Donc il y avait déjà cela. Nonobstant cela, ils sont sortis. Donc ils ont vaincu la peur. Alors, c'est important. À propos des revendications liées à cette manifestation, vous dénoncez les conditions inéquitables dans lesquelles ce scrutin est organisé. Oui, c'est la commission électorale qui vous pose problème, l'accès aux médias? Oui, il y a plusieurs choses. Cette marche a été organisée par 3 candidats issus de la coalition nationale pour le changement, pour effectivement protester contre les conditions inéquitables, comme vous avez dit, qui ne permettent pas de penser que ces élections seront crédibles, alors que nous souhaitons qu'elles soient crédibles et apaisées. Et pour cela, nous avons demandé que le chef de l'État veuille recevoir l'opposition pour que nous discutions de ces conditions-là et arriver à un consensus. Nous n'avons, face à cette demande, nous n'avons reçu aucune réponse. Aucune réponse, et le chef de l'État a même dit qu'il n'a pas reçu la lettre, je l'ai écrite moi-même. Donc, maintenant, je pense qu'il a reçu et nous souhaitons qu'il nous reçoive. Il ne nous a pas laissé d'autres moyens que d'aller dans la rue et crier pour qu'il nous reçoive. J'espère qu'il a entendu et qu'il va nous recevoir pour que nous discutions des conditions pour que les élections soient apaisées. Nous ne souhaitons plus qu'il y ait des crises post-électorales, entraînant des morts. J'ai demandé, je souhaitais et nous souhaitons que ces élections soient caractérisées par 0 mort. 0 mort. Avant, pendant et après. Et pour cela, il faut qu'on s'asseye et qu'on discute des conditions. Ces conditions d'organisation, la composition de la commission électorale, également, vous parliez du manque d'accès aux médias. On va écouter ce qu'en dit le porte-parole de la coalition au pouvoir, Mamadou Touré. Écoutez.
Je ne parlerai pas de l'opposition puisqu'elle n'est pas homogène. Nous avons le principal parti donc, de l'opposition qui est le Front populaire ivoirien qui, au même titre que ceux qui se plaignent aujourd'hui, a participé avec nous-mêmes à un exercice au niveau donc, de la RTI qui consistait donc à définir les temps d'antenne et la participation des différents candidats ou leurs représentants aux différents médias de façon équitable. Je note que ceux qui ont marché et dont la marche a été un échec, puisqu'il y a eu à peine 200 personnes dans les rues, ont refusé donc de participer au programme tel que défini par la RTI. Alors, je vais juste vous demander une petite chose. Une première chose qu'évoquait Mamadou Touré, c'était le manque d'homogénéité de l'opposition. C'est vrai que cette CNC que vous présidez, il y a des discours qui peuvent apparaître parfois comme cacophoniques. D'un côté, il y a des gens qui appellent au boycott, qui disent qu'il n'y aura pas d'élection le 25 octobre. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Je n'ai jamais entendu qui que ce soit parler de boycott. Nous disons que nous souhaitons que les élections se fassent dans des conditions pour les rendre crédibles et apaisées. Monsieur Aboudraman Sangaré, Laurent Hakoun, des gens du FPI, ils ont appelé au boycott. Pendant cette manifestation, on a entendu qu'il y avait des gens qui menaçaient en quelque sorte en disant qu'il n'y aurait pas d'élection. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu cela. Ce sont des schémas qu'on fait circuler ces bruits de la même façon qu'on pensait que cette marche allait aboutir à je sais pas, des dégâts, etc., qu'on allait casser, comme si Charles Konabani était casseur. Les casseurs, ils se connaissent, hein, historiquement. Ils savent où ils sont. Les casseurs, ils se connaissent en Côte d'Ivoire. En tout cas, ce n'est pas de notre côté. Non, je crois que le dossier est plus sérieux que cela. Nous souhaitons qu'on se réunisse pour discuter de la liste électorale qui vient de sortir. Elle a été établie de manière confidentielle, alors que la précédente liste a été établie de manière consensuelle. Deuxièmement, que la composition de la CEI soit revue. Imaginez-vous, madame, que moi je suis candidat. Je n'ai aucun représentant à la commission électorale indépendante. Tous les représentants sont du côté du président candidat, tous les 9. En tous les cas, deuxième condition. Monsieur Charles Konabani, je suis désolée parce qu'on arrive à la toute fin de ce journal de l'Afrique. On a entendu donc ces revendications sur cette commission électorale inéquitable selon vous. Merci beaucoup d'être venu dans le journal de l'Afrique. Merci. Et on a entendu cet appel à de nouvelles discussions avec le président Alassane Ouattara. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue sur France 24. Chez Optique 2000, on peut entrer les yeux fermés. Nous sommes spécialistes de la presbytie et spécialistes des mesures électroniques. Nous voyons la vie en rose et proposons des lunettes bleu-blanc-rouge. Nous nous occupons de tout et de tous. Et actuellement, pour l'achat de lunettes correctrices, Optique 2000 vous offre une solaire de marque. Dispositif médical. Une nouvelle vision de la vie.
Il est 22h à Paris, vous regardez Paris Direct. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Il y a eu une fusillade dans une université de l'État de l'Oregon aux États-Unis, située dans la ville de Roseburg. À 10h30 du matin, heure locale, 13 personnes ont été abattues. Le tireur a été tué, c'est ce qu'annonce ce soir le procureur général. Nous en parlerons avec notre correspondant. La Russie procède à des frappes aériennes depuis 2 jours en Syrie et la France, mais aussi les États-Unis, continuent de douter de la nature des cibles visées. L'armée syrienne libre a fait état de destruction dans un campement. Kunduz en Afghanistan aura été tenu 3 jours par les talibans. Les forces spéciales afghanes et leurs alliés de l'OTAN les ont repoussés, mais la prise rapide de cette grande ville aura démontré leur capacité de déstabiliser le gouvernement central. Les frappes russes en Syrie se sont poursuivies et leur nature continue d'alimenter les conversations diplomatiques. Le ministre russe des Affaires étrangères assure qu'elle vise le groupe État islamique, Al-Nosra et d'autres groupes terroristes. Ludovic de Foucault. Une bombe russe explose en Syrie. Des images fournies par le ministère russe de l'Intérieur qui montrent les raids de la nuit de mercredi à jeudi. L'aviation russe a visé des positions de l'organisation État islamique, mais Moscou a aussi pris pour cible d'autres groupes vers Idlib et Hama. En ne se concentrant pas seulement sur l'organisation État islamique, la Russie se trompe-t-elle d'ennemis ? La raison de cette intervention, comme elle a d'ailleurs été ouvertement expliquée, c'est de protéger le régime Assad. Ce n'est pas une opération antiterroriste. Si en réalité le fait d'attaquer des rebelles modérés ou des rebelles non affiliés au groupe État islamique avantage Assad, alors les Russes les attaqueront. L'armée russe assure que les zones peuplées ont été épargnées. En tout, Moscou a déployé plus de 50 avions et hélicoptères, des troupes d'infanterie marine, des parachutistes et des unités de forces spéciales en Syrie. Un dispositif conséquent pour montrer au monde qu'il faut compter avec la Russie. Il y a dans cette intervention une tentative de replacer la Russie comme un acteur de premier plan sur la scène internationale. Mais si la Russie commence à subir des pertes humaines, alors cela va réveiller de vieux démons. Et ça va rappeler l'Afghanistan et tous les morts et les souffrances russes en Afghanistan qui ont été, il faut s'en rappeler, l'une des causes qui ont contribué à la chute de l'Union soviétique. Protéger Bachar tout en s'imposant comme une superpuissance capable de combattre le terrorisme, Vladimir Poutine poursuit ses objectifs au Moyen-Orient et serait même prêt à intervenir en Irak si Bagdad en faisait la demande. Et pour prolonger notre réflexion, j'accueille sur mon plateau Pierre Conessa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et à l'ENA, spécialiste des questions stratégiques internationales et en particulier militaires. Vous allez sortir le petit guide du guide du petit djihadiste chez Fayard. Ce sera au mois de janvier. On le voit depuis plusieurs jours. Nous sommes dans une situation cacophonique avec au sol différentes mouvances armées, dans les airs différents pays qui ont un objectif là encore différent. On va évoquer évidemment le niveau géopolitique dans un instant, mais avant cela, c'est une catastrophe pour les civils qui sont encore piégés dans le pays. Absolument, oui, effectivement. C'est une guerre civile. C'est une guerre civile avec des dimensions religieuses. Enfin, je dirais même plus qu'il y a 4 guerres en une, si vous voulez. Il y a la guerre des Turcs contre les Kurdes, il y a la guerre des Sunnites contre les Chiites, il y a la guerre des Occidentaux contre l'État islamique, et il y a la guerre civile en Syrie et en Irak. Ça fait beaucoup quand même pour un scénario. Faire une analyse géopolitique de tout ça en une seule fois, c'est très difficile. Donc c'est pas exagéré de dire que la Syrie est une poudrière. La Syrie est une poudrière et effectivement le comportement des grandes puissances, je trouve, amène progressivement une complexification croissante de la crise et peut-être à une internationalisation très dangereuse, oui. On a l'impression que c'est une situation qui échappe à tout le monde, sauf peut-être à la Russie. Non, je crois que la Russie, effectivement, a montré ce qu'elle pouvait apporter sur cette crise, puisque rappelez-vous que lors de la crise des armes chimiques, elle avait obtenu de Assad qu'il accepte de livrer ses armes. Et donc, la Russie dispose d'arguments que plus personne n'a. Pas grand-chose non plus, très peu d'armes tout de même. Oui, mais enfin, rappelez-vous le tapage médiatique qu'on avait fait sur les armes chimiques. Donc,
le coup diplomatique qu'avait fait Poutine à l'époque a montré qu'il était le seul à avoir un contact suffisamment confiant avec Assad pour pouvoir faire pression sur lui. Donc on ne pouvait pas, comme l'a fait la France il y a un an, faire une réunion sur la Syrie en excluant l'Iran et la Russie. Aujourd'hui, on en est à constater qu'il faut travailler avec l'Iran et la Russie. Donc en matière, je trouve que la diplomatie française a quand même pas mal pataugé. Oui, mais c'est pour ça qu'effectivement, la Russie est le seul pays, semble-t-il, à avoir une réelle stratégie en ce qui concerne la Syrie. Par exemple, des opposants labellisés par Moscou ont été reçus il y a plusieurs mois. Il y a eu pas mal de rencontres. On a un pays, la Russie, qui semble avoir un plan pour l'après-fin État islamique. Ben, vous anticipez beaucoup. Là. Je crois que Moscou a un plan en tout état de cause sur l'avenir d'un pouvoir à Damas. Avec ou sans Assad, ça on le verra un peu dans la suite du scénario, mais surtout, on a l'impression que la Russie a pris la mesure de la caractéristique de cette guerre civile, c'est-à-dire qu'effectivement, si le régime de Damas s'écroule, c'est un massacre, mais un massacre des Alaouites et des minorités qui vivent dans la région qui est aujourd'hui sous contrôle de l'État syrien. Ce qui n'empêche Assad d'être un bourreau et d'envoyer n'importe quoi sur n'importe qui, etc. Mais il reste que la Russie, je crois, en tout état de cause, considère que la survie d'un régime à Damas est une des conditions de la stabilité régionale. Certainement pas la solution, mais en tout état de cause, une des conditions. Et en même temps, on voit que l'Iran devient un acteur, là aussi, en Syrie. L'Iran qui se prépare à entrer sur le territoire syrien avec l'aide du Hezbollah. Oui, de toute façon, effectivement, l'Iran, depuis un certain temps, avait fait intervenir des troupes du Hezbollah et probablement aussi des Pasdaran. Et donc, l'Iran aussi a une constante dans son comportement. Ce qu'on ne voit pas bien dans la diplomatie des Occidentaux, c'est qu'on veut une solution politique, mais on ne sait pas comment monter une table ronde. On ne va pas monter une table ronde diplomatique avec Daesh, enfin, je ne crois pas, du moins. On ne va pas monter une table ronde avec Al-Nosra. Or, ce sont les deux acteurs militaires majeurs dans les deux crises irakiennes et syriennes. Et donc, on veut faire une solution politique, mais avec qui ? Aujourd'hui, donc, les Occidentaux vont être complètement isolés, puisque même l'Irak envisage de discuter avec Assad pour accepter l'aide russe sur son territoire. Bien entendu, oui, bien sûr. C'est une guerre, si vous voulez, qui n'a pas une très forte intensité. Les alliés, l'Alliance a fait à peu près 2500 sorties aériennes sur un an. C'est 10 fois moins que le rythme qu'on avait, par exemple, sur le Kosovo. Donc ça veut dire que c'est une guerre dont on sait qu'elle n'y aura pas de solution par la voie militaire aérienne telle qu'elle est aujourd'hui. Et on semble faire plus de battage sur le fait que les Russes est une stratégie que sur le fait qu'on intensifie, si vous voulez, l'option militaire sur l'État islamique. Deuxième remarque qui, pour moi, me laisse dans un état de doute extrême, que font les pays arabes ? Rappelez-vous que les États du Golfe, qui sont théoriquement concernés par la sécurité du Moyen-Orient, ont 5 fois moins d'avions contre Daesh que contre les Houthis au Yémen. Donc on fait la guerre à leur place. Donc je ne sais pas exactement quelle est la stratégie des Occidentaux aujourd'hui. Merci beaucoup. Pierre Connaisseur va se quitter sur cette question en suspens, qui n'est pas réellement une question. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci. Il y a une déclaration à laquelle on ne s'attendait pas vraiment aujourd'hui lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Premier ministre israélien a affirmé qu'il était prêt à reprendre immédiatement les négociations avec les Palestiniens et sans aucune condition préalable. Le contexte de violence de ces derniers jours sur l'esplanade des mosquées ne laissait pas présager une telle annonce. Alors que le Moyen-Orient sombre dans le chaos, les accords de paix d'Israël avec l'Égypte et la Jordanie sont des gages de stabilité dans la région. Et Israël demeure prêt à construire une paix avec les Palestiniens. Malheureusement, le président Abbas a dit hier qu'il n'était pas prêt à cela. J'espère qu'il va changer d'avis, car je reste convaincu par l'idée de 2 pays pour 2 peuples, un État palestinien démilitarisé qui reconnaît l'État d'Israël. Les informations nous parviennent progressivement. Les témoignages aussi. 13 personnes sont mortes dans une fusillade dans l'ouest des États-Unis. Un homme a tiré dans une université de l'Oregon et il a été tué. On en parle avec vous, Gallagher Fenwick, vous êtes notre correspondant à New York. Que savons-nous des intentions du tireur ? Très peu de choses pour le moment, puisque selon les autorités sur place, il a été neutralisé, détenu. On ne sait pas l'état de ce tireur présumé, on ne le connaît pas précisément pour le moment, ni ses motivations, ni les armes qu'il a utilisées, ou la manière dont il a acquis ces différentes armes à feu qu'il a effectivement utilisées pour faire feu à l'intérieur d'une salle de classe, selon des témoins sur place, un environnement clos, confiné, ce qui explique ce bilan très lourd, 13 morts. Pour l'instant, attention, ce chiffre
chiffre pourrait évoluer. C'est en tous les cas le tout dernier dont nous disposons et qui nous a été donné par le procureur de l'État d'Oregon, État dans lequel cette tuerie, la dernière en date par arme à feu, tuerie de masse, s'est donc déroulée un tout petit peu avant l'heure du déjeuner. 13 morts, une vingtaine de blessés. On sait que parmi les personnes décédées, il y en a 2 qui sont décédées alors qu'elles étaient en cours de transport à bord d'ambulances qui les emmenaient vers l'hôpital. Les 20 autres qui sont blessés, on ne connaît pas non plus le degré de blessure, si c'est modéré ou grave. Donc un bilan qui pourrait s'alourdir. L'enquête, bien évidemment, en est à ses débuts. Il y a une très forte présence policière sur place, notamment des unités canines spécialisées qui sont en train de passer l'intégralité de l'établissement au peigne fin, de passer de salle de classe en salle de classe. C'est une petite université, 3300 étudiants à temps complet, mais elle est éloignée du centre-ville de cette petite bourgade de 20 000 hommes tout près de la côte, de la côte pacifique dans l'ouest des États-Unis. Mais c'est un campus assez élargi dans l'espace, 18 bâtiments selon les chiffres qui ont été donnés. Le travail est donc compliqué. Les étudiants qui sont là-bas sont également en train d'être passés en revue. On fouille leurs sacs. Bref, toutes les précautions sont prises. Et encore une fois, les autorités à ce stade sont toujours en train de demander à la population et aux étudiants qui n'étaient pas sur place, eh bien, de ne pas se rendre sur place et de toujours se tenir à distance de cette scène de crime. Cette tuerie et de ces drames qui renforcent la volonté de légiférer sur les armes à feu. Oui, effectivement, et c'est précisément ce qu'a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche, dont le briefing quotidien a été interrompu par un journaliste, briefing à la presse, par un journaliste qui lui a annoncé la nouvelle de cette tuerie dans l'Oregon, ce à quoi Josh Earnest, le porte-parole de la Maison-Blanche, a expliqué que c'est la volonté de Barack Obama, le président américain, de pousser pour qu'il y ait des lois plus dures concernant la régulation des armes à feu ici aux États-Unis. Mais on le sait, la Maison-Blanche a plus ou moins jeté l'éponge. C'est donc aux Américains, a dit Josh Earnest, eh bien, de pousser pour que cela se fasse. C'est donc au Congrès, c'est entre les mains de ce Congrès que eh bien, est le sort de ces lois concernant la régulation des armes à feu. Un Congrès, pour l'instant, très réfractaire à faire évoluer ces questions parce qu'il y a, ne l'oublions pas, eh bien, toujours cette pression du lobby pour les armes de la NRA, notamment l'association pour les armes à feu et les manufacturiers, l'industrie de l'arme à feu également, qui est très réfractaire à ces changements. C'est donc une nouvelle tragédie. Il y en a beaucoup, on sait, ici aux États-Unis. Et pour l'instant, du point de vue de la législation, eh bien, rien ne change. Je vous remercie, Gallagher. L'action des forces spéciales afghanes à Kunduz, en Afghanistan, a porté. Les principaux secteurs de la ville ont été repris ce matin aux talibans. Des propos contestés par les terroristes. Hier encore, ils semblaient en position de force. Ludovic de Foucault. Les forces afghanes patrouillent dans les rues de Kunduz, des rues qui portent les marques des combats de la nuit et de la journée. Mais à Kaboul, le président ne veut retenir des événements de ces derniers jours que la victoire de ces hommes. Nous félicitons les responsables de la sécurité de notre pays pour les efforts incessants. La bataille a débuté hier à 10 h du soir et a duré jusqu'au petit matin. Et pendant le reste de la journée, ils ont réussi à continuer à lancer des opérations. La bonne nouvelle, c'est que nous ne comptons aucun martyr dans nos rangs. Lundi, les talibans avaient attaqué à l'aube et s'étaient offert leur plus belle victoire contre la police et l'armée afghane en presque 15 ans de guerre. Du coup, le président tente de faire de ce succès à Kunduz un triomphe. Ashraf Ghani, dont la première année au pouvoir est émaillée de luttes politiques intestines et de dégradation de la sécurité dans le pays, fait de Kunduz une capitale du terrorisme international. Les combats à Kunduz ne relèvent pas seulement d'un problème local ou tribal. Un grand nombre de réseaux terroristes internationaux se concentrent et sont présents à Kunduz. Mais la libération de Kunduz pourrait bien être une victoire à la Pyrrhus pour le président. Car c'est bien l'intervention des forces spéciales américaines qui a fait la différence. Et une question demeure, les soldats afghans entraînés par l'OTAN sont-ils prêts à assurer seuls la sécurité du pays maintenant que la plupart des troupes étrangères l'ont quitté ? L'arrivée en Europe de personnes à la recherche d'une vie plus stable, en sécurité, ne devrait pas cesser. Le Haut Commissariat de l'ONU prévoit que 700 000 migrants
chercheront refuge en Europe cette année en passant par la Méditerranée et ils devraient être au moins aussi nombreux en 2016. Le HCR demande plus de financement pour sauver des vies et répondre aux besoins humanitaires dans les points de transit et d'arrivée de ces personnes. En ce jour de fête nationale en Chine, le sud du pays a été endeuillé. Au moins 7 personnes sont mortes dans des explosions, des colis piégés déposés dans une petite ville. Hier déjà, il y avait eu 17 explosions survenues dans une douzaine de lieux publics, un hôpital, un centre commercial, une gare, mais aussi des bureaux du gouvernement local ont notamment été visés. Il est 22h15 à Paris et il y a eu une fusillade dans une université de l'État de l'Oregon située dans la ville de Roseburg aux États-Unis à 10h30 du matin heure locale. 13 personnes ont été abattues et le tireur lui aussi semble-t-il. La Russie procède à des frappes aériennes depuis 2 jours en Syrie. La France mais aussi les États-Unis continuent de douter de la nature des cibles visées. L'armée syrienne libre a fait état de destruction dans un campement. Kunduz en Afghanistan aura été tenu 3 jours par les talibans. Les forces spéciales afghanes et leurs alliés de l'OTAN les ont repoussés. Mais la prise rapide de cette grande ville aura démontré leur capacité de déstabiliser le gouvernement central. Place au journal de l'économiste avec vous, Myriam Mascarello. Bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à toutes et à tous. Les pilotes ont donc dit non. Ils ne veulent pas travailler plus sans compensation pour Air France. Résultat, la compagnie confirme un plan de restructuration. On en saura plus lundi prochain. La seule précision ce soir, c'est que la compagnie prévoit de réduire son activité en 2016 et 2017. Alors, pourquoi ces décisions drastiques? Les explications de Cédric Ferreira. Réduction de 10% des vols long courriers d'ici 2017, suppression d'au moins 3000 postes, la direction d'Air France va appliquer son plan B après l'échec des négociations. Objectif, améliorer coûte que coûte sa compétitivité. Car selon ses dirigeants, les navigants d'Air France travaillent 15 à 20% de moins à salaire égal que ceux de KLM, Lufthansa ou encore British Airways. Conséquence de cet écart, l'entreprise voit ses activités rentables se rétrécir, comme les vols long courriers d'ordinaires bénéficiaires. Mais aujourd'hui, seule la moitié sont rentables. Un déficit qui pose problème face à la concurrence des compagnies à bas coût et de celles du Golfe. Pourtant, Air France a déjà lancé un plan d'économie et de réduction d'effectifs, Transform 2015. Mais les efforts consentis n'ont pas suffi. Dans le même temps, plusieurs concurrents ont aussi lancé des plans d'économie. Autre problème pour la compagnie, la facture de carburant. À titre d'exemple, en 2014, Lufthansa a bénéficié d'une baisse de 310 millions d'euros contre seulement 48 pour Air France. Sans accord avec les pilotes, la direction est donc prête à faire passer en force son plan d'économie. Les négociations doivent reprendre. Chacun doit participer à l'effort, notamment les pilotes. Et moi, j'invite chacun à faire preuve d'une très grande responsabilité. Une reprise des discussions qui, pour le moment, est dans l'impasse. Les syndicats appellent les personnels au sol d'Air France à une grève lundi prochain. Et vous le voyez, le dossier est suivi à très haut niveau en France, puisque donc le Premier ministre s'est exprimé tout à l'heure. Les suites de l'affaire Volkswagen, avec comme chaque jour ces nouveaux chiffres, 650 000 véhicules seraient concernés en Italie, c'est ce qu'annonce le groupe basé dans la péninsule. Volkswagen qui continue à parler au conditionnel, car l'enquête interne prendra des mois, dit le constructeur, au point que l'Assemblée générale prévue le 9 novembre a été repoussée, décalée. Et puis en France, des tests aléatoires sur une centaine de diesels, toutes marques confondues, ont commencé ce jeudi. Écoutez la ministre de l'Environnement. C'est pas parce qu'un industriel a fraudé Volkswagen que tout le monde doit être suspecté. Que tout le monde doit être, et les autres industriels, notamment PSA, Renault, nous ont garanti qu'il n'y avait aucun équipement de fraude. Et ils ont eux-mêmes été demandeurs de la transparence sur ce sujet-là. Voilà, les résultats attendus avec impatience par les constructeurs et par évidemment les clients. Ce sera la semaine prochaine. Ce soir, en tout cas, le titre Volkswagen perd encore près de 2% à Francfort. Et c'est plutôt du rouge ce soir sur les places européennes, avec Paris qui a perdu 0,65%, moins 57% à Francfort, plus 0,18% à Londres. À Wall Street, on était dans le rouge quasiment toute la journée. Et finalement, eh bien, on est normalement dans le vert quasiment partout. Mais je vois que les chiffres ne sont pas les bons.
Allez, voilà. Dow Jones, donc moins 0,27%, Nasdaq, moins 0,18%. Et non, ce ne sont pas les bons chiffres, à mon avis. On verra ça dans une prochaine édition. Il faut dire que les marchés donc, réagissent à de mauvais chiffres en provenance de Chine, avec l'indice PMI qui reflète les commandes des directeurs d'achat dans l'industrie manufacturière, qui est en zone de compression sous la barre des 50, à 49,8 précisément en septembre. Ça veut dire donc contraction, et ça c'est un mauvais signe pour la croissance. Un mot de la croissance française. L'INSEE vient de publier des chiffres. 1,1% prévu selon donc l'organisme de statistique nationale pour cette année. Il a donc révisé, l'INSEE, cette prévision de 0,1 point par rapport à une prévision de juin. Et puis toujours, l'INSEE pense que le chômage devrait continuer à augmenter en France et atteindre le taux de 10,3% à la toute fin de l'année. Il est actuellement autour de 10,1%, ce taux de chômage. En bref, Altis passe aux choses concrètes. Le groupe de Patrick Drahi cherche du cash pour acheter comme prévu le New-Yorkais Cablevision. Résultat, Altis a augmenté son capital de 10%. Les titres mis en circulation lui ont permis de récolter 1,8 milliard d'euros. C'est une toute petite partie du prix de Cablevision acheté pour plus de 15 milliards d'euros. Santorin, Mykonos, Rhodes, Naxos, Paros et Skiathos, des noms qui sentent encore bon les vacances, mais où il sera un petit peu plus cher de séjourner. Ce jeudi, le gouvernement grec augmente les 3 taux de TVA en vigueur sur ces îles qui jusque-là bénéficiaient d'un rabais de 30%. Le reste des Cyclades devrait suivre d'ici 2017. Voilà pour l'économie, Aude. Merci beaucoup Myriam. Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui à présent. Bonsoir Karim. Bonsoir. À la une des médias, Vladimir Poutine qui s'est donc lancé en guerre hier. Il s'est lancé en guerre et beaucoup de titres sont consacrés à Vladimir Poutine et beaucoup de journaux ont la même lecture des événements. On a le sentiment que Vladimir Poutine n'est pas parti pour combattre Daesh, mais il est parti pour soutenir Bachar al-Assad. En tout cas, c'est l'idée qui est dévoilée à la une d'un certain nombre de titres de la presse, comme la Libre Belgique qui titre sur Poutine vole au secours de Damas. Autre titre belge, Poutine bombarde l'opposition syrienne, ou encore le journal allemand Die Welt avec ce petit montage d'un Bachar al-Assad assis avec un jet, un avion de combat entre ses mains en miniature, et Vladimir Poutine qui est là pour l'aider, le reconforter, on ne sait pas trop, mais en tout cas on titre sur Poutine bombarde pour Assad. Du côté des Américains, une voix s'est fait entendre, celle de John McCain, qui accuse les Russes d'avoir ciblé des rebelles syriens formés par la CIA. Alors si un certain nombre de titres s'interrogent, du côté des autorités américaines, les choses sont claires. Ce titre, celui du Temps, qui est un journal suisse, évoque le jeu dangereux auquel s'adonne Vladimir Poutine, un jeu cynique pour tenter de regagner son statut de grande puissance. C'est le point de vue d'Alain Delétros développé dans cet article. Et puis cette une de L'Orient le Jour, avec un titre choc, Poutine entame sa propre guerre sainte en Syrie. Alors ce n'est pas vraiment la guerre sainte de Vladimir Poutine, mais en tout cas l'Église orthodoxe avait expliqué qu'elle soutenait, elle, une guerre sainte contre l'organisation État islamique. On comprend bien que Vladimir Poutine est au cœur du jeu. Voici un article de Paris Match qui le souligne. Poutine au centre du monde. Et on sent bien que du côté des Américains, la situation semble leur échapper un petit peu. En tout cas, ce site internet, celui de National Review, explique que sans l'influence américaine, l'Iran et la Russie vont emmener la Syrie sur le chemin du chaos. En tout cas, cette idée souligne aussi qu'on sent bien que c'est Vladimir Poutine qui a un petit peu les cartes en main en ce moment. Et aussi, on accuse l'Occident de se livrer à une guerre de l'information. Clairement, c'est l'idée qui est développée ici sur le site Sputnik.fr. La Russie se dit victime d'une attaque médiatique. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine s'est dit prêt à entrer dans l'arène de la guerre des médias. Pas de doute là-dessus. Sputnik qui souligne aussi qu'il a reçu, ou la Russie a reçu un soutien, celui de Marine Le Pen, qui dénonce la propagande américaine qui vise à déstabiliser Vladimir Poutine et son action dans la région. Alors on a vu beaucoup de titres qui doutent des
des objectifs réels de la Russie en Syrie, mais il y a aussi quelques articles qui soulignent qu'on doit écouter Vladimir Poutine. C'est le cas de cet article de Simon Jenkins dans les colonnes du Guardian, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de discuter avec Bachar el-Assad. Et finalement, Vladimir Poutine peut être un canal particulièrement utile pour arrêter, mettre fin aux massacres qui ont lieu dans le pays déjà depuis des années maintenant. Nous nous arrêtons sur une initiative aux Pays-Bas pour venir en aide aux réfugiés, notamment syriens. Alors c'est une idée de 3 jeunes néerlandais de Rotterdam. Ils ont une vingtaine d'années. Ils ont imaginé un espèce de Airbnb pour les réfugiés, une façon de mettre en relation directe et rapide ceux qui veulent offrir un endroit, un lieu pour accueillir des réfugiés et des réfugiés qui sont toujours de plus en plus nombreux. Alors évidemment, cette idée a eu beaucoup de succès assez rapidement. Cette plateforme développée il y a quelque temps est apparue le 22 septembre dernier et elle existe déjà dans de nombreux pays puisque on la trouve en 3 langues, en français, en néerlandais, en anglais. Ça s'appelle tout simplement Refugee Hero et Jamal, Germaine et Ayoub veulent aller un petit peu plus loin parce qu'ils aimeraient bien faire de cette plateforme un endroit où on trouve aussi beaucoup d'informations, des informations utiles pour les réfugiés qui ont besoin de se déplacer, d'aller voir un médecin, de faire des démarches administratives. Donc aller au-delà du simple accueil des réfugiés. En tout cas, cette volonté de mettre en contact les réfugiés et ceux qui veulent les aider semble avoir pas mal de succès et cette initiative a retenu l'attention de pas mal de médias ces jours-ci. En un mot, ce trésor découvert sous du papier peint en Belgique. Alors c'est étonnant, dans les bureaux d'un syndicat, on a découvert sur plusieurs couches de papier peint des personnages de bande dessinée dessinés par Franquin, Peyo, Roba, des grands noms de la bande dessinée. En réalité, cet endroit est un ancien studio d'édition où ceux qui n'étaient pas encore connus à l'époque ont griffonné sur les murs des dessins qui aujourd'hui ont une telle valeur qu'on envisage d'ouvrir cette salle au public peut-être dans quelques temps. Merci Karim pour cette chronique. Vous restez avec nous, je vous retrouve dans une poignée de minutes pour un nouveau journal.